Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie-Mont-Blanc. C'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Nous sommes le lundi 22 octobre 2018. Au programme ce soir, je recevrai M. Christian Jacquier, le président du syndicat national des guides de montagne, le SNGM qui tiendra son assemblée générale le 23 novembre prochain à Nice. On parlera de sécurité en montagne nord notamment. Nous parlerons également du télégraphe Chap d'Avrieux, remis au goût du jour avec Adrien Kempf, le président de l'association Mémoire et Patrimoine d'Avrieux. Et comme chaque lundi, la page des sports du karaté au programme ce soir avec Nadia Dumont-Barbaste du CNO Karaté Club. Mais avant d'accueillir mes invités, Victoria, pour le titre du journal. Salut Victoria. Salut Sam. Alors, ce week-end, l'association des maires de Haute-Savoie tenait son congrès annuel du côté de La Roche-sur-Foron. Oui, tout à fait. C'était le 85e congrès des maires de Haute-Savoie. Le traditionnel rassemblement s'est déroulé dans les locaux du parc des expositions de La Roche-sur-Foron. Les maires sont inquiets et demandent au gouvernement plus de reconnaissance. Nous verrons un reportage complet dans le journal. Et puis Salange se lance dans un vaste projet d'aménagement de son cœur de ville. Le quartier du centre-ville, effectivement, va faire peau neuve. Le projet Cœur de ville apaisé a été officiellement inauguré vendredi dans la commune. Juliette Vincent-Seigné et Clémence Roualdès nous expliqueront en quoi consiste le projet. On passe à notre petite revue de presse. On débute avec une maison qui crée la polémique du côté de Verrier-du-Lac. Je pense que les gens savent un petit peu de quoi on parle. Elle est assez visible depuis le... Tout à fait. C'est l'Essor Savoyard qui a publié un article vendredi sur cette villa de 12 millions d'euros, construite sur les hauteurs de Verrier, au bord donc, du lac d'Annecy. Cette demeure appartient à Jean-François Gaubertier. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais c'est celui d'un grand patron, le PDG du groupe immobilier GDP Vendôme, qui opère notamment dans le domaine des maisons de retraite. Et si l'Essor Savoyard s'attarde sur le sujet, c'est que cette maison ne fait pas l'unanimité dans le voisinage. Et il faut dire que la villa est imposante, 700 mètres carrés habitables, un terrain de plus d'1 hectare, une piscine sur le toit, un simulateur automobile, une salle de cinéma. Bref, la taille et le design de la maison, tu l'as dit, font débat. Après la descente des alpages à Annecy le week-end dernier, il y a la démontagnée à Bourg-Saint-Maurice. Oui, c'était ce week-end. Alors le week-end d'avant, c'était Fanette de Buisson qui nous avait fait vivre la descente des alpages d'Annecy sur notre page Facebook. Et donc ce week-end, c'était au tour de Bourg-Saint-Maurice en Savoie d'accueillir la traditionnelle démontagnée. Mais comme nous l'explique France 3 Auvergne-Rhône-Alpes dans cet article publié dimanche, les troupeaux ne vont pas regagner tout de suite les vallées comme c'est traditionnellement le cas, puisqu'avec cette météo particulièrement clémente, les veaux, vaches et brebis vont retourner brouter dans les alpages de Tarentaise encore quelques temps. Et toi Seb, une victoire pour Airbnb ? Oui, parce que c'est un petit peu la guerre entre Airbnb et le canton de Genève. Il faut savoir qu'au mois dernier, le Conseil d'État genevois avait fixé à 60 jours le nombre de jours de location maximale d'un bien immobilier via la célèbre plateforme. Une décision qui avait un objectif bien précis, éviter la sortie du marché locatif genevois d'appartements ou de maisons pour privilégier les résidents ou touristes. Eh bien, la Chambre constitutionnelle de Genève vient pourtant de rallonger ce délai à 90 jours. Mais il faut savoir que l'affaire est loin d'être entendue puisque cette nouvelle décision fait déjà l'objet d'un nouveau recours, donc affaire à suivre. Et une information de la Fédération de randonnée de Savoie ? Oui, une triste nouvelle. Jean Fréchier, le président du comité de Savoie de la Fédération française de randonnée, est mort ce week-end lors d'une randonnée, malheureusement. Âgé de 70 ans, il évoluait avec une quinzaine de personnes dans le parc du Mouton, dans la Haute-Combe de Savoie. Il aurait fait une chute mortelle de presque 20 mètres. Donc voilà, toutes nos condoléances à sa famille. Merci, Victoria. Merci, Seb. À tout à l'heure. On se revoit pour les rappels des titres. On passe à la rubrique Actu. Je vous en prie. Christian Jacquier, bonsoir. Alors, vous êtes le président du syndicat national des guides de montagne, le SNGM. Avant de rentrer dans le vif du sujet, avant de voir les différentes actualités, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le SNGM ? Alors, le SNGM, c'est l'association qui regroupe 90%, plus de 90% des guides de haute montagne en France et qui est aussi membre de l'Union internationale des guides de montagne. Quelle est la principale vocation de votre organisme ? Alors notre organisme, il fournit une assurance responsabilité civile, il s'occupe de la formation continue des guides et il fait de la prévention et de la formation continue. Alors vous organisez le 23 novembre prochain votre assemblée générale du côté de Nice, une AG sous le signe de la sécurité puisque des assises de la sécurité en montagne auront lieu. Oui, c'est cela. Cette année, nous allons à Nice, donc, à l'invitation du maire de Nice.
Et nous avons décidé de choisir le thème de la sécurité en montagne comme le thème principal de notre Assemblée générale. Et nous allons consacrer une journée entière sur ce thème dans le cadre des Assises de la sécurité, dans laquelle nous invitons l'ensemble des acteurs de la montagne à venir partager avec nous des discussions sur ce thème et les collaborations possibles. C'est tout sauf un hasard, j'imagine, la sécurité en montagne, après cette année 2018 qu'on a connue. Oui, absolument, parce qu'on a eu une année particulièrement difficile, avec un hiver extrêmement enneigé et avec donc quand même beaucoup d'avalanches. Et puis, on a de plus en plus un problème qui malheureusement ne va pas s'arrêter là, ce qui est le changement climatique, le réchauffement climatique, qui fait qu'on a aussi pas mal de changements des conditions, des risques en montagne, et la gravité, l'intensité des risques qui changent. Donc justement, ces changements climatiques, ils ont un impact sur la montagne, ils ont un impact également sur votre métier? Ils ont un impact, oui, parce que la montagne change, la nature et l'intensité des risques changent. Et donc, nous devons adapter nos pratiques en fonction de cela. Que vous inspire le triste bilan de cette année 2018 avec notamment le décès de personnalités de la montagne comme Emmanuel Cauchy ou encore Stéphane Husson? Oui, c'est dramatique. Il y a également un certain nombre de clients qui sont décédés et aussi des pratiquants. Et donc, un accident en montagne, c'est toujours un accident de trop. C'est toujours un événement dramatique. Et c'est pour ça qu'on a vraiment décidé d'essayer de prendre un petit peu le taureau par les cornes pour essayer de faire baisser l'accidentologie. On notera qu'il y a eu un accident hier. Oui. En quoi elles vont consister précisément, concrètement, ces assises? Alors, comment ça va se dérouler? Ça va se dérouler, on aura 5 tables rondes, avec 4 à 5 intervenants, donc à la fois les guides qui vont expliquer ce que nous allons faire collectivement, mais aussi donc les autres acteurs qui vont venir échanger. On a invité aussi des professions à risque, mais qui ont déjà travaillé beaucoup sur l'accidentologie, comme les pilotes d'avion par exemple, ou dans le domaine médical, etc. Donc on a 2 grands spécialistes internationaux de la sécurité, Franck Debouc, qui est le président de l'École centrale de Lyon, et qui était le responsable de la sécurité chez Air France, et puis Christian Morel, l'auteur des Décisions absurdes, qui vont nous accompagner pendant cette journée et qui seront un peu les grands témoins de cet événement. Vous comptez annoncer une série de mesures pour améliorer la sécurité en montagne lors de ces assises, de cette Assemblée générale? Oui, absolument. Nous allons annoncer des mesures assez fortes et concrètes en ce qui concerne les guides en termes d'autorégulation. On peut en savoir un petit peu davantage ou... On travaille actuellement... D'abord, on va lancer une grande initiative sur ce qu'on appelle les retours d'expérience, c'est-à-dire que les guides vont vraiment s'engager dans une démarche, dans une culture en fait du retour d'expérience, qui vont nourrir un système d'information et qui vont nous permettre d'accumuler beaucoup plus d'informations sur les accidents, sur les pratiques accidentogènes, etc. Et qui ensuite vont être analysés et vont nous permettre ensuite donc soit de lancer des messages d'alerte qui vont servir aux guides mais aussi à tous les pratiquants, et aussi de mieux identifier les bonnes pratiques de sécurité, ce qu'on appelle les BPS, les bonnes pratiques de sécurité, et aussi pour améliorer l'information continue des guides et des pratiquants. Le permis d'accession au Mont Blanc qui pourrait entrer en vigueur en 2019, vous êtes pour, vous êtes contre? Alors le Mont Blanc, la voie normale du Mont Blanc, effectivement, c'est un sujet très complexe. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas très bien. Je crois qu'il faut aller, de toute façon, il faut aller vers un minimum de régulation. Alors est-ce que ça sera sous la forme d'un permis ou d'autre chose? Cette année, on a mis le maire de Saint-Gervais et le préfet ont donné une obligation de réservation, par exemple, dans le refuge. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a amélioré la situation. Donc je crois qu'actuellement, il y a une concertation de l'ensemble des acteurs. Évidemment, ceux qui sont les premiers concernés à la manœuvre, c'est quand même le maire et le préfet. Mais je vois qu'ils organisent une concertation avec l'ensemble des acteurs. Et je pense qu'on va arriver à quelque chose qui va permettre d'améliorer la situation. Comment vous, les guides, vous vivez cette espèce de dégradation du Mont Blanc? On sait, voilà, c'est ce qui a poussé Jean-Marc Péix à demander ce permis. Ça devient un petit peu un cirque, un grand cirque.
Oui, il se passe des choses qui ne vont pas dans le bon sens. Il y a une marchandisation du Mont Blanc, il y a une surfréquentation, il y a des incivilités, il y a des gens qui prennent des risques parce qu'ils n'ont pas les compétences et qui font prendre des risques aux autres. Donc il se passe quand même un certain nombre de choses qui sont pas très acceptables. Il y a des guides, des faux guides aussi, des guides marrons qui ont un peu envahi cet été l'Ascension avec des agences de voyage qui viennent d'ailleurs. Donc voilà, on ne peut pas dire que les guides soient très contents de cette situation, même si je dirais que pour les guides, de plus en plus, ce qui nous intéresse, c'est de faire comprendre aux pratiquants que la montagne est belle et grande et qu'il y a aussi plein d'autres choses à faire que la seule voie normale du Mont Blanc qui n'est quand même pas la chose la plus intéressante à faire. Vous avez rencontré récemment à Paris, Roxana Maracineanu, la nouvelle ministre des Sports qui a succédé à Laura Flessel. Une ministre qui s'est entourée d'un conseiller montagne, un poste qui n'existait plus depuis une dizaine d'années. J'imagine que pour vous, c'est un signe fort. C'est une très bonne nouvelle, c'est un signe fort. Elle nous a reçus immédiatement, de même que le président des moniteurs de ski, Éric Brèche. Elle connaît la montagne, elle s'intéresse à la montagne et je pense que le fait d'avoir nommé un conseiller montagne au cabinet, c'est quand même un signe très encourageant. Quelle a été en substance la teneur de vos échanges? Alors on a discuté principalement de la sécurité en montagne et donc des assises qu'elle soutient, des assises de Nice. Et puis aussi d'un autre sujet qui est très intéressant, et qui nous tient aussi à cœur, mais qui est de relancer la valeur éducative pour les jeunes de la pratique de la montagne. Et donc, avec le ministère des Sports, avec le ministère de l'Éducation nationale, essayer de relancer ce qu'on appelait les classes de neige, les classes vertes, etc., pour améliorer l'accès des jeunes à une expérience en montagne avec toutes ces valeurs et donc ce côté éducatif. Et elle a été très intéressée par ce... Ça s'est perdu, les classes de neige, les classes vertes Ben oui, il y avait depuis quelque temps, c'était réduit à la portion congrue parce que, toujours un peu avec le principe de précaution, que c'est compliqué d'un point de vue de sécurité pour des professeurs, pour l'éducation nationale, etc. Et on a eu tendance un petit peu à abandonner ça, alors que je pense que, par exemple, la prise de risque, la solidarité, enfin, il y a le goût de l'effort, il y a tellement de bonnes choses à prendre dans les valeurs de la montagne, et je pense que c'était dommage. Mais je crois que le nouveau ministre Blanquer a l'air décidé à retourner avec les classes de montagne. Merci beaucoup Christian Jacquet. On rappelle l'Assemblée Générale du SNGM le 23 novembre à Nice. Voilà. C'est ouvert ou c'est vraiment réservé? Oui, c'est ouvert. On va le filmer. Ça sera aussi accessible probablement en ligne sur les réseaux sociaux. Voilà. On essaye de faire partager à tout le monde, à tous les pratiquants, ce qui sera les enseignements de ces assises. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Je vous invite à rejoindre la régie. On passe à notre rubrique hier et aujourd'hui. Je vous en prie, Adrien Kempf. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bienvenue sur le canapé de 8 Mont Blanc Accès Direct. Alors vous êtes le président de l'association Mémoire et Patrimoine d'Avrieux et vous avez choisi de remettre en service le télégraphe Chap d'Avrieux. C'est ça, oui, je suis le président de l'association Avrieux Mémoire et Patrimoine et donc on a remis en service il y a un petit mois maintenant le télégraphe Chap sur la commune d'Avrieux. Qu'est-ce qui vous a poussé à cette folie, entre guillemets? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie? Alors sur notre territoire, on avait déjà 2 télégraphes Chap qui avaient été réhabilités, notamment celui sur la commune de Saint-André et puis celui sur la commune de Valsogny, Solières-Sardières. Et finalement, il manquait le télégraphe intermédiaire, celui d'Avrieux, pour pouvoir rétablir la communication entre 3 postes, ce qui jusqu'à aujourd'hui n'avait jamais été fait en France. Alors on parle de télégraphe Chap, il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est qu'un télégraphe Chap? En fait, un télégraphe Chap, c'est le premier système de télécommunication qui a existé dans l'histoire. Aujourd'hui, on parle de fibre optique, etc. Mais là, on est vraiment sur le premier moyen de communication qui a pu exister dans l'histoire. Et c'est un système qui passe par l'échange de signaux aériens. En fait, chaque poste observe le précédent, produit un signal sur son toit et les met au poste suivant. Et les signaux sont ainsi reproduits de poste en poste. Ça datait de l'époque de Napoléon, hein, c'est bien ça? C'est ça, juste un petit peu après la Révolution nationale, mais pour la ligne qui nous concerne à Avrieux,
C'est un réseau qui a été mis en place sous le Premier Empire. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que ça fonctionnait concrètement? Alors concrètement, dans chaque poste, on a un stationnaire qui est chargé de surveiller les postes voisins, puisque le signal peut venir d'un côté ou de l'autre. Et lorsqu'il observe un signal qui est fait dans le poste précédent ou suivant, il a la mission de le reproduire à l'intérieur de sa station. Il a un manipulateur qui peut actionner, et ensuite, on peut le voir sur les images, le système s'actionne sur le toit. Alors le fait que ce télégraphe soit situé à 2000 mètres d'altitude, est-ce que c'est une difficulté? Est-ce que ça en fait un équipement particulier? C'est ça, ça a été un enjeu, enfin ça a rajouté une dimension plus importante à ce chantier de réhabilitation, puisque le site en lui-même n'est pas accessible en voiture. Les matériaux ont été amenés sur place en hélicoptère, et chaque fois que les bénévoles se sont rendus sur le chantier, puis ensuite l'entreprise qui a participé à une tranche du travail, il fallait s'y rendre à pied, etc. Donc c'était un challenge en plus, mais en même temps un beau challenge, parce que c'était un environnement plutôt sympathique et grandiose en fait. En quoi c'était si important de remettre en action? Remettre en action cette chose-là, c'est revenir un peu sur notre histoire, et puis cette histoire un peu méconnue, puisque finalement pas grand monde sait ce qu'est un télégraphe Chappe, et puis arriver à le faire sur nos stations qui sont les plus hautes de toutes les stations télégraphe Chappe qui ont pu exister, puisque le passage du col du Mont-Cenis est le point le plus haut. C'était vraiment un challenge. Ça a été difficile. J'imagine beaucoup de travail, beaucoup d'heures passées. Comment ça s'est passé concrètement, cette réhabilitation? Qui est-ce qui a participé? Alors l'idée de la réhabilitation, elle est ancienne, puisque comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les postes voisins ont été réhabilités les premiers. Mais ensuite, c'est notre poste qui a été reconstruit avec un projet porté d'abord par la mairie d'Avrieux, et puis ensuite par l'association dont je suis président, et qui en fait a été créée, qui a une vocation patrimoniale plus large, mais qui a été créée pour d'abord la reconstruction du télégraphe Chappe. Et donc ensuite, on a mené le chantier sur deux fronts, puisqu'il fallait d'un côté construire le télégraphe, et puis d'un autre côté, essayer de trouver les financements nécessaires, puisque c'est quand même un projet assez coûteux. Donc il a fallu trouver tous les financements pour aboutir à le projet. Qu'est-ce que ça représente pour la Savoie, pour le département, un équipement comme celui-ci, la restauration d'un équipement comme celui-ci? Arriver à aboutir à une première comme ça mondiale sur le site d'Avrieux, ça nous a fait plaisir. Et puis je pense que c'est vraiment un élément touristique qui peut venir mettre en valeur notre territoire de la Savoie et puis le territoire d'Haute-Maurienne vanoise. On sent qu'il y a une réelle fierté quand on vous entend en parler. Oui, il y a une fierté. Et puis personnellement, j'avais aussi un enjeu un peu plus personnel derrière, puisque à l'époque c'était mon père qui avait entrepris sur Avrieux, sur la commune d'Avrieux, c'était lui qui était un peu le chef de file, et puis mon père est décédé, donc j'ai repris la voie derrière, donc c'était une certaine fierté. Oui. Un mot sur l'association Mémoire et Patrimoine d'Avrieux? L'association Avrieux Mémoire et Patrimoine, elle a été créée, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 2015, et donc elle s'est consacrée dans sa première action à réhabiliter ce poste du télégraphe Chappe, mais pourquoi pas un jour s'orienter vers... On a déjà, les bénévoles, une fois que le chantier a été terminé, m'ont demandé quel était le suivant. Est-ce qu'il existe d'autres télégraphes Chappe dans le département? Ou peut-être en Haute-Savoie, je ne sais pas. Alors, dans le département, non, on est les seuls postes, les 3 postes que j'ai cités. Par contre, en France, c'est le 18e poste à être réhabilité sur les 534 postes qui existaient à l'époque de Napoléon. Enfin, surtout, le télégraphe Chappe a cessé de fonctionner en 1855 sur l'ensemble du territoire français. Donc ça prouve qu'il y a un retour au vintage, entre guillemets, si vous me dites que c'est le 18e? C'est ça. Il y a vraiment un retour en arrière, et puis de voir comment les anciens pouvaient fonctionner pour communiquer, puisqu'à l'époque, ça a été vraiment une innovation technique de pouvoir arriver à mettre au point ce système de télécommunication, un gain de temps énorme, puisque à l'époque, pour communiquer, c'était essentiellement des messages qu'on s'échangeait avec des coursiers à cheval, et en 24 heures, on pouvait envoyer un message de Paris à Turin, tandis qu'avant, il fallait un minimum de 5 jours pour échanger un message. Donc diviser le temps par 5, c'était une prouesse technique exceptionnelle. Merci beaucoup, Adrien Kempf. Bravo pour cette belle initiative. Merci à vous. À bientôt. Allez, on termine cette première partie d'Accès Direct avec notre partie sport, comme chaque lundi. J'accueille Nadia Dumont. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour ceux qui ne savent pas, vous êtes une ancienne championne de karaté, championne d'Europe, multiple championne de France. Vous êtes aujourd'hui entraîneur au Shotokan Karaté Club de Seno. Oui. Cette saison, vous accueillez une athlète de très haut niveau en la personne de Sandy Scordo, spécialiste de kata.
Oui. Comment ça s'est déroulé, cette arrivée au sein de votre club? Bien, Sandy Escando, quand elle avait 13-14 ans, elle venait faire des stages de karaté au Karaté Club de Sénou. C'est son club dans lequel elle était lorsqu'elle habitait dans le Midi qui la faisait venir en stage chez nous. Et puis, ils m'ont fait intervenir aussi pendant de nombreuses années quand j'étais en équipe de France pour donner des cours particuliers à Sandy ainsi que pour l'équipe de club. Et quand elle a eu 15-16 ans, elle est rentrée en équipe de France. Donc elle était prise en main par l'équipe de France, c'est la Fédération française de karaté. Donc elle a continué un peu à s'entraîner avec moi, notamment quand j'ai habité pendant 10 ans en Bretagne, elle venait me voir. Et puis petit à petit, elle a pris son envol, étant prise en charge par l'équipe de France. Et puis on s'est un petit peu perdu de vue. Et en 2012, il y a eu les championnats du monde à Bercy. Et avec le Karaté Club de Sénou, on est monté en renfort la voir pour l'encourager, ainsi que l'équipe de France. Et je l'ai retrouvée là. Le contact a été renoué. Voilà. Et puis c'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé que je devienne sa coach personnelle. Alors Sandy est spécialiste de kata. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le kata? Oui. Donc dans la pratique du karaté, il y a plusieurs formes. Il y a la pratique de l'art martial. Et pour la compétition, il y a la partie kata et combat. Donc le kata, c'est un travail individuel ou par équipe où on exerce des techniques de coups de poing, coups de pied, blocage dans différentes directions. Donc la difficulté de ces disciplines, c'est qu'il faut maîtriser ces mouvements, les exécuter le plus rapidement possible. Sans adversaire du coup. Sans adversaire. Donc ce sont des adversaires imaginaires, mais pour que ça ne devienne pas qu'une démarche artistique, il faut qu'on sente que la personne le vive le plus véridiquement possible. Et d'ailleurs, les katas par équipe sont intéressants à voir puisqu'on voit l'application du kata avec partenaire. Une vraie chorégraphie. Oui. Et puis le combat, voilà, la partie combat, on imagine bien qu'il faut qu'on soit à deux, qu'il y a une réelle confrontation. Alors Sandy travaille actuellement d'arrache-pied, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être présente sur ce plateau, oui. Pour décrocher sa qualification pour les Jeux Olympiques 2020 qui vont se dérouler à Tokyo. Il y a beaucoup de symboles, Tokyo, Japon, karaté. Qu'est-ce qu'elle représenterait pour vous, cette qualification, si elle arrivait à décrocher son sésame pour les JO? Pour elle, qui a une trentaine d'années aujourd'hui et qui a quasiment passé une grande partie de sa vie en équipe de France. C'est l'une des Françaises qui est restée le plus longtemps en équipe de France. Je pense que ce serait un bel aboutissement pour peut-être passer à autre chose ensuite. Et c'est pour ça que pour nous, c'était important de l'accueillir au club parce qu'elle a déjà elle a un parcours exceptionnel. Elle a été double vice-championne du monde et que là, cet été, étant donné que l'équipe de France a plutôt préféré mettre en avant peut-être des personnes un peu plus jeunes pour le ranking au JO, elle s'est retrouvée un peu sans club et sans aide financière. Donc, par rapport au parcours et l'historique du club, on s'est dit que c'était important de lui ouvrir les portes et de l'aider financièrement, même si on n'a pas tellement les reins solides et qu'on cherche des partenaires pour nous aider, à l'emmener un petit peu au bout de cet objectif de fin de carrière. Alors, c'est un vrai parcours de combattant, puisqu'elle est obligée d'enchaîner les compétitions aux 4 coins du globe en ce moment. Oui. En fait, pour pouvoir participer au JO, il faut faire partie du top 10. Et actuellement, elle est 31e. Et c'est la meilleure française. C'est-à-dire que même les personnes étant sélectionnées en équipe de France n'ont pas autant de points que Sandy n'a aujourd'hui. Grâce aussi à son passé, mais aussi tous les Open. Il faut faire différents Open pour marquer des points et se rapprocher le plus possible du top 10 et peut-être participer au JO. Vous qui la connaissez parfaitement depuis très longtemps, oui. Quelles sont ses qualités et ses défauts en tant qu'athlète? Alors, on va commencer par les qualités. Elle a un mental d'acier. C'est une femme exceptionnelle, tant sur le plan humain que sur le plan technique. Elle est travailleuse. Et elle met tout en place pour pouvoir y arriver. Et puis, voilà, elle est aussi très stratégique, elle a aussi son tempérament et sa personnalité qui fait qu'elle en est là aujourd'hui. Et oui. Après, ses défauts, je dirais que aujourd'hui, ça va parce qu'on se connaît bien et que c'est aussi une amie, mais ça n'a pas toujours été facile en tant que coach parce qu'elle a un énorme caractère, elle a un bon carafon. Mais c'est une femme de cœur et c'est pour ça que je la soutiens aujourd'hui. Un mot sur votre école de karaté, le Karaté Club de Sénou, qui performe, puisque vous étiez ce week-end à Paris,
avec des bons résultats pour les jeunes? Oui, effectivement, nous étions à Villebon pour l'Open Adidas. Donc l'Open Adidas, c'est une compétition nationale où il y a les sélectionneurs qui observent les jeunes. Donc j'ai accompagné 2 jeunes du Karaté Club de Sénaux. Et donc Kylian Kokide qui a fait premier en combat en moins de 65 kilos. Donc on est très très contents. Voir vos jeunes porter haut les couleurs du club, ça doit être une belle récompense? Oui, bien sûr, même si ce n'est pas une fin en soi, on est content quand les jeunes arrivent au bout de leurs objectifs. Le plus important, c'est qu'ils se sentent bien dans leur basket et qu'ils donnent le maximum d'eux-mêmes. Combien de licenciés aujourd'hui dans votre club? Là, on a l'Assemblée Générale ce soir, mais on est en général entre 160 et 170. On peut monter à 180, ça dépend des années. Et c'est un club qui commence à compter dans la hiérarchie? Oui, bien sûr. Vous savez, le Karaté Club de Sénaux a 45 ans. Et puis, il a formé un grand nombre des professeurs du bassin annécien. Donc, on va dire que voilà, c'était l'un des premiers clubs d'Annecy. Merci beaucoup, Nadia Merci, Dumont, d'être venue pour ce petit focus sur votre athlète et sur le club. Merci beaucoup, je vous invite à rejoindre la régie. Nous, on va prendre un petit peu d'altitude en allant à Tignes. Je suis en liaison Skype avec Cécile Hernandez. Bonsoir. Cécile, bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes membre de l'équipe de France handisport de snowboard et double vice-championne paralympique. Notamment, vous avez vu du côté de Pyeongchang en 2018. Vous êtes actuellement donc en stage du côté de Tignes. Comment ça se passe? Ben, ça se passe pas mal. Le glacier, il n'est pas trop en forme, mais ils ont fait du bon boulot de manière à ce que ça puisse ouvrir parce que ça a ouvert un peu tard. Et du coup, ça va, on arrive à faire de belles choses. Les sensations sont bonnes. Donc tout va bien. Il fait super beau. Donc là, ils attendent la neige par contre. Donc ça, c'est une super nouvelle. Vous aussi, j'imagine? Le stage se termine demain. On est là depuis mercredi. Moi, j'étais déjà en Argentine le mois dernier. Et donc, les choses sont bonnes. On a fait du tracé. Ça fait 2 jours qu'on fait du tracé. Donc, je me sens très bien. C'est une bonne nouvelle aussi. Justement, après ce stage du côté d'Ushuaïa, le stage à Tignes, ça commence à monter en puissance? Ouais, c'est ça. Ben, les premières Coupes du Monde approchent. On est à 2 semaines et demie de la première Coupe du Monde. Donc ouais, ça monte en puissance, la technique, l'engagement, on est vraiment dans le vif du sujet et on n'a pas droit à l'erreur et donc c'est pour ça qu'on engage un peu. Hier, je me suis mis une petite boîte, tout va bien. Est-ce qu'une année après les Jeux paralympiques, c'est compliqué à gérer, notamment quand on a eu comme vous des résultats? Alors, c'est compliqué à gérer, c'est attendu surtout, en tout cas pour moi de mon côté, elle est super attendue cette année parce que oui, j'ai eu des résultats à Pyeongchang, mais c'était pas forcément les résultats que j'attendais, même si les résultats sont bons. L'objectif c'était de revenir avec des médailles, donc je reviens avec des médailles. Après, la couleur c'est pas forcément voilà celle que je voulais, donc du coup, là il faut à la fois confirmer, garder le rythme parce que 4 ans d'entraînement pour les Jeux, ça a été fatigant. Notre saison va être super longue parce que les championnats du monde ont lieu en avril, début avril et les finales de Coupe du Monde mi-avril. Donc la saison va être super longue. Et ouais, en tout cas, moi, faut confirmer, on est attendu. Les gens, à la fois nos sponsors, nos chefs d'équipe. Donc du coup, moi, je suis ultra motivée. J'ai hâte que ça commence. Vous le disiez, les grosses échéances de cette saison, c'est notamment ces championnats du monde. Du côté de la Finlande, ouais, c'est bien ça? Ça va être les championnats du monde en Finlande début avril, tout début avril. Ouais, c'est une année, l'année des Jeux, c'est une année importante. Hein. Et donc du coup, ils nous mettent on a les mondiaux tous les 2 ans et les Jeux tous les 4 ans. Donc là, la grosse échéance, c'est les mondiaux. Après, entre-temps, on a pas mal de coupes du monde. Du côté du Canada, du côté de l'Espagne, du côté de la Finlande et de la Hollande. Et puis, il y a une petite course aux États-Unis au mois de décembre. Donc, du coup, voilà, pour moi, l'objectif, c'est de réussir mes entraînements et réussir toutes les Coupes du Monde. Et les championnats du monde, ça devrait bien se passer si, en amont, tout se passe bien. On vous verra à Pékin en 2022? Ah, il y a déjà une autre chaîne de télé qui a voulu avoir le scoop. Moi, j'ai une maladie qui est compliquée à gérer parce que c'est une maladie qui est dégénérative. Là, je suis vraiment concentrée sur mes championnats du monde. Je vais bien. Là, au jour d'aujourd'hui, je vais bien. Je suis dans une période de ma vie un peu compliquée. Ça fait 16 ans hier que j'ai eu ce fameux réveil paralysé. Et du coup, je vais laisser voir venir les années. Moi, si je me sens aussi bien que je me sens actuellement, ouais, j'ai vraiment envie. Après, on verra. Hein. Merci beaucoup en tout cas Cécile de nous avoir consacré quelques minutes. À bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Allez, j'accueille de nouveau Victoria pour le rappel des titres. Alors Victoria, on va parler notamment des maires en colère, les maires au Savoyard.
Tout à fait, on parlera dans le journal du 85e congrès des maires de Haute-Savoie, le traditionnel rassemblement qui s'est déroulé du côté du parc des expositions à La Roche-sur-Foron. Effectivement, les maires sont inquiets et demandent au gouvernement plus de reconnaissance. Et puis Sallanches veut apaiser son centre-ville. Oui, le projet Cœur de ville apaisé a été officiellement inauguré vendredi dans la commune de la vallée du Mont-Blanc. Juliette Vincent-Seigné et Clémence Roualdès nous expliquent ce projet dans leur reportage tout à l'heure. Merci beaucoup Victoria. On se retrouve dans quelques minutes après la pub justement pour le journal. À tout de suite.